Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans cette, bienvenue dans cette nouvelle masterclass Up Together. Il y a pas mal de gens qui sont en train de se connecter là. On voit les petits numéros qui grimpent petit à petit. Salut Gilda, bonjour Stéphanie, Benjamin. Salut tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle masterclass Up Together, on va aborder un sujet qui a été très récurrent dans tous nos ateliers d'intelligence collective depuis maintenant plus d'un an, c'est-à-dire le premier confinement. Je vous rappelle qu'on a été confiné quand même le 17 mars, donc ce ne sera pas un super anniversaire, mais on y arrive. Et il y a un sujet qui était vraiment extrêmement prégnant, c'était comment rendre mon équipe autonome. On a vu qu'il y a eu beaucoup de ce rapport à l'autonomie et à la responsabilisation des équipes a été clé pour les managers. Et c'est vrai que dans cette période où les rapports hiérarchiques et l'autorité bougent énormément, nous vraiment c'est ce qu'on ressent dans tous nos ateliers, il y a de très nombreux managers de notre communauté Up Together qui ont remonté vraiment leur souhait de partager autour d'un mentor pour être éclairé sur ses manières de faire, comment rendre son équipe plus autonome et avoir vraiment des clés. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va s'y atteler avec un mentor d'envergure international, puisque on a la chance d'accueillir aujourd'hui Artus. Donc salut Artus de Longmar. Bonjour à toutes et tous, super content de faire e-connaissance en tout cas. Ouais. Artus, il est expert en intelligence collective et en neurosciences. Si tu veux nous expliquer un peu plus tard. Tu as débuté ta carrière chez Airbus. Comme vous le savez, nous, nos mentors, c'est toujours des gens qui ont un pied dans le terrain. C'est pas que de l'incantatoire. Il a travaillé en Asie, était spécialisé dans l'accompagnement des structures innovantes en lien avec l'intelligence collective. Et tu as notamment participé aussi au lancement d'organisations apprenantes et ni plus ni moins qui a été incubé à l'Innovation Lab à Harvard. Donc quand même super chouette. Et puis peut-être, je te laisse te présenter en deux mots, Yartus, avant qu'on lance ta masterclass. Yes, super, merci, merci beaucoup Grégoire. Donc bonjour encore à toutes et tous. Je sais qu'il y en a qui se connectent encore. Comment me présenter simplement Je suis ingénieur de formation dans l'aéronautique et j'ai fait 5 ans chez Airbus en tant que salarié, mais plus comme une sorte d'intrapreneur où j'ai commencé à m'intéresser à ces problématiques de management, comment faire évoluer justement la posture des managers et amener cette autonomie des équipes. Et puis après, j'ai décidé de quitter le monde du salariat pour justement lancer mes propres entreprises et essayer d'avoir un peu plus d'impact sur justement ces modes de management, de gestion d'équipe, ce qui m'a amené à être devant vous aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Tu vas nous raconter plein de choses, t'inquiète, Voilà. pendant ta masterclass, et t'en profiteras. Peut-être pour te lancer, Artus, petite citation qu'on a mis d'ailleurs dans l'invitation, que j'ai beaucoup aimé, je pense qui va te permettre de débuter ta masterclass. Tu m'avais dit, pour moi, l'autonomie, ça se décrète pas, mais elle se construit en développant un management collaboratif quotidiennement. Voilà. Du coup, je te laisse commencer sur cette belle parole. Super, merci beaucoup Grégoire. Et petite précision aussi, n'hésitez pas pendant toute la masterclass évidemment à poser vos questions ou à préciser s'il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout. Je sais que vous venez toutes et tous d'entreprises différentes, vous êtes probablement à des postes différents. Moi, j'aime bien essayer de donner des éléments le plus précis possible par rapport à votre situation. Bon, évidemment, quand on a une centaine de personnes connectées, je peux pas. Mais si vous, voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous avez une question qui vous vient, n'hésitez pas à écrire quelque chose sur le chat. Au contraire, moi, ça va m'aider. Donc, je vous en remercie d'avance et je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par le management collaboratif? Puisque, comme vous l'avez compris, l'idée, c'est comment est-ce que je rends mon équipe autonome par le management collaboratif. Qu'est-ce qu'on entend par le management collaboratif? Alors, selon moi, le management collaboratif, ou ce que je mets derrière ça, c'est vraiment, je ne suis pas, en tant que manager, j'ai une équipe à gérer, en tant que manager, je ne suis pas le seul à porter la responsabilité des résultats de l'équipe. Je ne suis pas seul à réaliser les tâches, à porter la responsabilité des objectifs ou des résultats de l'équipe ou de ses apprentissages. Et c'est ça que j'entends par le management collaboratif, c'est-à-dire, dit autrement, comment est-ce que cette responsabilité des résultats, des objectifs, des tâches, elle est répartie de façon équitable à travers tous les membres de mon équipe et je ne suis pas seul à porter ça sur mes épaules. Et c'est ce sujet dont je veux vous parler. Et évidemment, si tout le monde porte la responsabilité, finalement, tout le monde
apporte sa part au gâteau. Donc, c'est ça que je mets derrière le mot collaboratif pour être beaucoup plus clair. Alors, pour commencer. Voilà, donc pour être clair sur ce qu'on entend par ce mot-là, qui peut paraître un peu, un mot fourre-tout, on va dire, peut-être surtout en ce moment. Alors, la première élément, et là, je vous donne 2-3 éléments. S'il y a une chose que vous devez retenir pendant toute cette masterclass, c'est ces 2-3 premiers éléments que je vais vous donner. Le premier, c'est de dire le management collaboratif, il n'est pas meilleur. Ce n'est pas un meilleur mode de management par rapport à d'autres modes de management. Cela dit, selon moi, il est plus adapté, c'est un mode de management où on répartit la responsabilité, vous vous souvenez, il est plus adapté à des situations où il y a beaucoup de complexité, d'incertitude, et notamment lorsqu'on est avec ces modes de travail à distance, de travail en visio. Mais pas que, ça marche aussi en personne, soyons clairs. Mais il est plus adapté. Et pour être encore plus clair, il y a 2 situations dans lesquelles, selon moi, ce mode de management n'est pas adapté. Le premier, c'est si, et par rapport à ce que vous allez entendre, vous n'êtes pas prêt, vous sentez, moi, ce mode de management ne me correspond pas. Si vraiment vous ressentez ça, ça veut dire que ce n'est pas un mode adapté pour vous et il n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et le deuxième cas, où il n'est pas du tout adapté, ce mode, c'est si l'ensemble des objectifs et la façon d'atteindre les objectifs pour votre équipe ou l'entreprise au global sont totalement fixés et qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Dans ce cas-là, je pense que le management collaboratif, où on répartit la responsabilité, n'est pas adapté. Dans ce cas-là, il y a des modes de management plus peut-être classiques par la performance qui seront beaucoup plus adaptés. Et encore une fois, je me répète, il n'est pas meilleur ou moins bon, il est juste adapté à ce type de situation. Alors, pour être encore plus clair, il y a une chose qui est importante aussi, le deuxième point qui est très important, c'est de dire le management collaboratif ou la collaboration, ça ne s'apprend pas. En fait, tous vos collaborateurs, vos équipiers, ils savent déjà collaborer. Et donc, votre rôle, si vous voulez mettre ça en œuvre, c'est pas forcément d'apprendre à vos collaborateurs à collaborer, mais plutôt de créer les conditions, le cadre qui permet à cette compétence de s'exprimer. Je vais expliquer au fur et à mesure de la présentation ce que j'entends par ça concrètement. Mais retenez ce principe qui, pour moi, est essentiel. On n'apprend pas à collaborer. Comment est-ce que moi, je vais créer des conditions pour que cette capacité à collaborer s'exprime pleinement? Et puis, le troisième point fondamental, évidemment, c'est que dans cette période, avec pas mal d'incertitudes, mais aussi où le travail à distance a un peu explosé, il semblerait qu'il y ait beaucoup de nouvelles problématiques de challenge qui soient arrivées. La fatigue de travailler tout le temps sur son écran, d'être en permanence en meeting, certaines équipes qui souffrent de se sentir en micromanagé puisqu'on veut surveiller chaque tâche. Ce mode de management collaboratif où on partage la responsabilité va alléger et complètement résoudre ces problèmes-là. Donc, selon moi, il est particulièrement adapté à cette transition vers un travail à distance. Top. Alors, pas mal comme intro déjà. On voit déjà les grands principes, quoi. C'est déjà pour rassurer tout le monde, ceux qui font pas encore de management collaboratif, pas de stress et c'est peut-être pas adapté justement. Et après le côté vos collaborateurs savent et veulent collaborer, mais il faut mettre le cadre. Il y avait une petite question, Arthur, je crois que tu me composes à notre auditoire. Je suis en train de publier le sondage. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous estimez déjà appartenir, au vu de ce qu'on vient de raconter, à une équipe qui pratique le management collaboratif? C'est dans le petit onglet sondage qui est sur votre droite. Comme ça, Arthur va pouvoir prendre la température de la salle. On a plutôt des oui, plutôt des non. Allez-y, on est une petite centaine, là, donc ceux qui se sentent de répondre. OK. Donc, on est quand même sur du 80-20, Arthur. Donc, des gens qui sont plutôt sur du collaboratif. Et merci pour vos questions. Adrien, on va répondre à ta question au fil de l'eau. C'est un des sujets, donc on la prendra tout à l'heure, mais je l'ai bien noté. Je vois. En fait, je vais peut-être répondre rapidement à cette première question. Donc, Adrien, merci. Si tout le monde est responsable, y a-t-il un risque qu'au final, personne ne le soit? Je pense que c'est une très bonne question. La réalité, c'est que oui, c'est pour ça qu'il faut créer un cadre, des limites, c'est-à-dire cette autonomie de l'équipe. Elle est possible que quand chacun un peu gagne cette liberté, cette responsabilité, mais uniquement au sein d'un cadre très bien défini.
C'est ce qu'on va voir juste après. Donc, je pense que, Adrien, oui, il y a un risque, tout à fait, vous avez raison, que personne ne soit responsable si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, sans cadre, sans limite. Je prends un exemple très concret. Si aujourd'hui, je dis à une équipe de football ou de rugby de jouer avec les règles du jeu de rugby, mais qu'il n'y a pas de limite de terrain, ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, les équipiers sur le terrain de foot ou de rugby peuvent aller où ils veulent, mais au sein d'un cadre qui est limité. Ce pourquoi je disais le principe fondamental, votre rôle de manager, c'est de définir ce cadre dans lequel l'autonomie et le collaboratif va pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, très bonne question pour introduire. Merci, Adrien. N'hésitez pas à poser d'autres questions en espérant que ça vous donne quelques premières… On rentre dans le concret. Alors, par où on commence, mon cher Artus, quand on veut mettre en place ce management collaboratif? Alors, voilà. Donc, il y a plusieurs indices. Je vais traiter 3 indispensables. On va rentrer tout de suite dans le concret. Le premier, ce qui paraît peut-être curieux, parce que quand on pense collaboratif, on pense équipe, c'est l'individu. Comment est-ce que je me comporte avec en one-to-one? Et pour moi, je commence par ça parce que c'est le plus simple, avec un collaborateur, que ce soit à distance, au téléphone ou en personne, hein, j'entends bien. Et il y a 2 éléments que je veux voir en particulier, 2 techniques concrètes qui sont l'écoute active et le consentement. Donc, la première, c'est l'écoute active. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écoute active? Avant d'expliquer ça, dans 90% des cas, donc l'immense majorité du temps, sans que forcément j'en ai conscience et que vous en ayez conscience, on fait de l'écoute passive ou de l'écoute projective. L'écoute passive, c'est simplement peut-être ce que vous faites là maintenant, c'est-à-dire vous écoutez ce que je vous raconte, tout simplement. Quelqu'un vous raconte sa journée, un collègue vient vous voir et vous dire « Ah bah voilà, aujourd'hui, ce que j'ai fait ce matin, voilà les projets que j'ai pour cet après-midi ». Ça, c'est de l'écoute passive. J'écoute, j'entends les mots qui me viennent à l'oreille et peut-être je prends des notes. Ça, c'est l'écoute passive. L'écoute projective, c'est j'entends, on me raconte quelque chose et j'interprète ce qu'on me dit et je réponds avec mon interprétation. Je prends un exemple concret de la vie courante. J'ai un ami qui m'appelle et qui me dit « Mon père a été hospitalisé pour une opération hier ». Je vais répondre en disant « Oh, j'imagine que tu dois être très triste, ça doit être difficile d'avoir son père hospitalisé parce que j'ai moi-même mes parents qui ont été hospitalisés récemment. » Donc, je projette une réponse à cet ami qui me parle qui est en lien avec ce que moi-même j'ai vécu. Ça, c'est biaisé, c'est un biais naturel. Peut-être que le père de mon ami a été hospitalisé pour une raison bénigne. Par exemple, il se fait opérer des yeux pour avoir une meilleure vision. Et dans ce cas-là, en fait, il n'est pas inquiet. Mais je projette sur l'autre une inquiétude, en fait, que j'ai moi, parce que par rapport à ce que j'ai vécu. Ça, c'est de l'écoute projective, c'est-à-dire la façon dont je réponds à mon collègue qui vient me voir, qui me présente une situation ou à quelqu'un qui me demande des nouvelles, je projette sur lui ce que moi-même, le ressenti que j'ai moi-même. Et là, je vais insister là-dessus. Dans 90%, si ce n'est 99% du temps, nous sommes tous et toutes en écoute passive ou projective. 90 ou 99% du temps. Et il y a une troisième mode d'écoute qui est l'écoute active, qui demande par contre d'être proactif, qui est ce mode-là qu'on va privilégier pour justement créer de l'autonomie et du collaboratif. Très concrètement, l'écoute active, c'est j'écoute ce qu'on me dit et je vais essayer de rebondir sur ce que la personne me dit. Donc, je vais par exemple, je vais répéter ce que la personne m'a expliqué et je vais poser une question ouverte, comment, pourquoi, pour aider à construire avec la personne ce qu'elle me dit. Donc, si par exemple, j'ai un collègue qui vient me voir et que me dit j'ai un problème aujourd'hui à traiter, je vais répéter, je vais dire, ah oui, donc si je comprends bien ce que tu m'expliques, c'est qu'aujourd'hui, tu cherches à contacter ce client et tu as une difficulté. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de contacter cette personne et comment est-ce que tu as fait? Je vais poser ces questions ouvertes. Donc, en fait, je vais construire avec la personne que j'ai en face de moi une discussion. Ça, c'est de l'écoute active. Comme vous le comprenez, et je vais afficher le slide suivant, ça demande un effort de ma part. Ça demande un effort proactif. Je dois proactivement mettre mon cerveau vers la personne avec qui je discute. Donc, vous voyez à l'écran ce qui s'affiche, 9 techniques, bonnes pratiques qui incarnent l'écoute active.
Et vous voyez, moi, ce que je pratique le plus souvent quand je fais de l'écoute active, c'est de répéter ce que me dit la personne. Donc, c'est le point numéro 7 et le point numéro 6, de poser des questions ouvertes. C'est pour moi les 2 points qui me paraissent les plus évidents. Mais l'écoute active, encore une fois, j'insiste, c'est quelque chose que vous devez conscientiser. C'est-à-dire que vous devez vous dire, OK, je veux être dans un mode d'écoute active. Parce que dans 90% du temps, vous allez voir, c'est plus reposant pour mon cerveau. C'est plus reposant de juste écouter ce qu'on me dit ou de répondre sans réfléchir, de répondre avec ce qui me vient avec mon cœur, avec ma tête. Alors que dans le cadre de l'écoute active, ça demande un effort intellectuel. Et donc, ça demande de le mettre en pratique. C'est une technique qui est redoutablement efficace pour créer de l'autonomie. Parce que, encore une fois, vous vous souvenez, on a vu le principe fondamental, comment est-ce que je responsabilise, je partage la responsabilité. Dans l'écoute active, j'aide mon collègue à plus porter sur ses épaules, si je puis dire, la responsabilité de gérer le problème ou de gérer la situation, puisque je l'aide à comprendre, en lui posant des questions, peut-être ce qu'il n'a pas compris ou ce qu'il n'a pas encore lui-même réalisé. C'est un peu comme du coaching d'une certaine façon, de façon simplifiée. Donc ça, c'est une technique redoutablement efficace. Souvent, on me dit « oui, mais ça, je le fais déjà. Quand on me pose une question, je répète ». Sauf qu'il y a une différence entre répéter et puis ajouter aussi des questions ouvertes, se mettre à la place de la personne. Ça demande de la pratique au quotidien. C'est redoutablement efficace. Donc ça, c'est une technique que je vous propose d'essayer dès aujourd'hui, dès cet après-midi, avec toute personne qui va venir vous voir pour vous parler. Et même dans notre vie perso, j'ai envie de dire, si on veut faire une mécanique… Exactement, super point Grégoire. Alors, ça peut paraître bizarre peut-être dans la vie perso de temps en temps, mais ça marche complètement avec votre compagne, avec vos enfants, pour ceux qui en ont. Vous pouvez tout à fait vous entraîner à l'écoute active. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « Ah bah voilà ce qui s'est passé dans ma journée et j'ai eu ce questionnement », vous répétez avec vos propres mots ce que la personne vous a dit et ensuite vous posez des questions ouvertes, encore une fois. Et pourquoi et comment tu as fait? Vous allez voir que c'est efficace. Je vais vous dire, je vais rajouter 2 choses. Pourquoi c'est efficace? Quand je répète ce que la personne me dit avec mes propres mots, cela m'aide à comprendre avec mes mots ce que la personne m'a dit. Ça m'aide à me mettre dans son monde à lui ou à elle. Et quand je pose des questions ouvertes, encore une fois, un peu comme le coaching, ça aide la personne à qui je m'adresse à prendre conscience, à réaliser des choses qu'elle n'avait pas en tête. Donc, en fait, c'est un double cadeau que vous faites à la personne quand vous faites de l'écoute active, mais vous allez voir que ça demande un petit effort. C'est fatigant, entre guillemets, ça demande un effort, soyons réalistes. Mais c'est redoutablement efficace. Encore une fois, vous aidez la personne à être plus autonome dans sa façon de réfléchir à un problème. Vous lui donnez des clés pour comprendre. Super efficace, en perso ou en pro. Deuxième technique très concrète qui permet de créer de l'autonomie, et là, vous vous souvenez, on est dans le one-to-one. C'est le mode de décision par consentement. Alors là, je vais reprendre le même schéma qu'avant. Dans 99% des cas ou 90% des cas, on cherche le consensus. C'est-à-dire, je cherche à ce que, entre la personne à qui je m'adresse et moi, on soit d'accord. On est tous sur la même longueur d'onde. Donc, pour ça, vous voyez les 3 points qui s'affichent. Ça demande d'être sûr qu'on est aligné. Est-ce qu'on a bien compris la même situation donc, ensemble? Et on cherche à faire en sorte que nos points de vue se retrouvent. On trouve une solution qui nous convient à tous les deux. Dans 90% des cas, en général, on cherche à faire ça. Le consentement, c'est pas l'inverse, mais c'est totalement différent. On ne cherche pas à faire en sorte d'être aligné sur la décision. On cherche simplement à dire automatiquement, on dit « Ok, tout ce que tu me proposes, tu viens me proposer, par exemple, d'essayer un nouveau logiciel pour notre équipe. Tu viens me proposer d'aller voir tel client. Tu viens me proposer de finir plus tôt le travail. Tu viens me proposer… » Dans tous les cas, je vais dire oui. Je vais dire « Ok, il n'y a pas de problème. Quoi que tu me demandes, je dis oui. » Seulement, le seul moment où je dis non, c'est si j'estime que ça nous met en danger. C'est-à-dire que l'équipe va en souffrir énormément, ça va mettre une mauvaise réputation à l'entreprise, etc. Mais tant que ça ne nous met pas en danger, je dis oui, quoi qu'il arrive. Le but du consentement, encore une fois, c'est de dire, tu viens me proposer quelque chose, je te laisse autonome pour
réaliser ce que tu proposes et peut-être faire des erreurs. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas marcher. Tu vas proposer cet outil, en fait, ça va pas marcher et on va avoir dépensé un petit budget qui n'a pas servi, ou tu vas aller voir un client et finalement, ça va pas être un bon client, mais ça va t'aider à prendre conscience toi-même. Quand on fait une erreur, on apprend. Donc, je t'offre la capacité d'apprendre et je ne prends pas seul sur mes épaules le fait de réfléchir avec mon expérience et de me dire, je pense que ça va pas marcher. Donc, soyons clairs. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous voir. Je vais être super direct. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, je voudrais aller voir ce client. Et vous savez déjà, peut-être vous savez déjà de votre expérience que ce client, a priori, c'est pas le bon client. Vous avez le droit d'ailleurs de ne pas être d'accord avec la personne et de dire, mais en fait, moi, je suis pas d'accord, je pense que ce client n'est pas un bon client. Mais quand même de dire, vas-y. Parce que vous autorisez du coup la personne, dans ce cas-là, à d'elle-même se rendre compte ou apprendre de cette expérience d'aller voir ce client et peut-être que ça marche pas. Ou bien peut-être qu'elle va le faire différemment et que donc elle va apprendre quelque chose de nouveau ou vous apprendre quelque chose. Encore une fois, évidemment, on n'est pas idiot. Si aller voir ce client, ça risque de foutre en l'air la réputation de la boîte, dans ce cas-là, non, on n'y va pas. Mais vous comprenez le principe. Et surtout, ce qui est important, encore une fois, si vous, cet après-midi, vous essayez de voir la façon dont vous répondez à des demandes, en général, dans 90% des cas, on cherche le consensus. On ne cherche pas le consentement. Parce que le consentement demande un effort de se dire, je prends le risque ou je suis OK. Deuxième technique, redoutablement efficace. Et pas forcément évidente. Ça demande un effort, je suis d'accord, mais on est là pour apprendre des choses. Donc, paradoxalement, on parle du management collaboratif, mais on commence par l'individu. Exactement. On commence par l'individu parce que selon moi, c'est le plus simple. Encore une fois, merci Grégoire. C'est une façon d'initier la démarche. Si vous voulez vraiment initier ou aller plus loin dans ce que vous avez déjà essayé dans le collaboratif, l'initier en one-to-one. En général, ça va être plus simple que directement avec toute l'équipe. Donc, par exemple, le consentement sur une décision toute simple, est-ce que je peux envoyer ça? Est-ce que je peux aller voir ça? Ne jamais chercher à le consensus. Ça va vous aider à vous approprier ces techniques. Et on va voir ensuite comment on le fait en collectif. Dans le slide… Juste un plus en termes de temporalité, justement, parce que là, ces actions one-to-one, quand on a une équipe de 10, 20, 50 personnes, c'est quoi, toi, ta reco pour y aller petit à petit sur je mets tout le monde à la même enseigne ou bien je commence juste avec certaines personnes pour me tester? Super question. Effectivement, on anticipe un peu, mais je pense que là, c'est pertinent. Première chose que je vous dis, commencez dès cet après-midi. Le plus simple, selon moi, c'est en général plus simple de commencer en one-to-one. Plutôt facile que devant les 50 collaborateurs ou les 50 membres de mon équipe. Tout de suite, je vais faire le mode du consentement. Quand j'ai pas eu l'habitude de ça ou l'habitude de pratiquer l'écoute active, ça va être plus compliqué. Donc, j'aurais tendance à recommander de commencer en one-to-one. Mais encore plus important que ça, et je vais expliquer un peu plus en détail après, je pense que c'est important de créer des automatismes. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Dans 90% des cas, je reviens en arrière, on est dans l'écoute passive ou l'écoute projective et dans 90% des cas, on est dans le consensus. Donc, on a des automatismes dans la tête. Pour créer de nouveaux automatismes, ça demande de la pratique au quotidien pour que ça, dans votre cerveau, ça devienne un automatisme. Je vous prends un exemple concret. Quand vous avez appris à conduire, pour ceux qui conduisent, au début, vous vous souvenez qu'il fallait vous dire, OK, alors là, j'appuie sur l'embrayage. OK, ensuite, je passe la vitesse. OK, au début, ça demande un effort mental. Aujourd'hui, vous êtes capable de téléphoner au volant, parler à votre voisin ou votre voisine sans même réfléchir au fait que vous passez les vitesses. C'est devenu automatique. Et cet automatisme, vous l'avez créé parce que vous avez répété l'action de conduire de façon régulière au quotidien. Donc, pour démarrer, ne cherchez pas à être parfait et dire « Ah, ok, je vais faire du collaboratif à 100% avec toute mon équipe d'un coup ». Non, dès cet après-midi, avec votre compagne ou avec vos collaborateurs, si vous les avez au téléphone, en visio, essayez ces techniques d'écoute active. Faites un petit test, posez une question ouverte, répétez. Ça va vous créer l'habitude de cette technique. Et le plus important, c'est ça, c'est de le pratiquer régulièrement. Donc, démarrer tout de suite et de façon simple. C'est ça le conseil le plus efficace que je peux vous donner. Alors, sur le slide suivant, il y a un détail précis du déroulé du consentement. Vous aurez, si je comprends bien, Grégoire, à la suite de ce webinaire, une sorte de leaflet, si je peux m'exprimer ainsi, de guide
où il y aura cet élément. Vous n'allez pas lire, là, il y a trop de lignes. Mais juste pour vous dire, vous avez un déroulé type. Si vous voulez faire une décision par consentement avec toute une équipe, vous avez un déroulé type ici. Vous pourrez y revenir plus tard. Je voulais juste bien mettre en avant le principe du consentement. Sachant, je répète une chose qui est essentielle pour le consentement, il est possible, quand vous faites du consentement, même en équipe, que la personne qui propose quelque chose, toute l'équipe ou vous-même, vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire, pour vous, ce n'est pas forcément la bonne solution. Eh ben, vous pouvez quand même laisser la personne essayer. C'est ça qui est important. On peut être en désaccord et quand même y aller avec le consentement. Sauf si ça nous met en danger. C'est ça la subtilité. Alors, deuxième élément indispensable. Là, je fais une transition entre, on a vu qu'on démarre pour le collaboratif ou l'autonomie, on démarre par l'individu. Là, je vais faire un point de transition entre l'individu et le collectif et l'équipe. Et je vais parler d'un deuxième point qui est essentiel, qui sont les émotions et en particulier la sécurité affective. Alors, d'abord, on va essayer de revenir sur un point essentiel. En 2012, Google, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, réalise un projet qui s'appelle le projet Aristote, où il se pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est super efficace, super autonome? Qu'est-ce qui fait? Quels sont les facteurs qui font qu'une équipe est super efficace et ultra autonome? Et ils interrogent toutes les personnes dans leur propre entreprise, mais aussi à l'extérieur et toutes les recherches qui ont été réalisées sur ce sujet. Et leur a priori de départ, c'était de dire ce qui fait qu'une équipe est autonome et performante, c'est les personnes qui composent cette équipe. C'est-à-dire, si j'ai les bons talents, des personnes qui ont cet état d'esprit, et si j'ai le bon manager, mon équipe, elle va être autonome et elle va être performante. Ça dépend surtout des gens. C'était ça l'a priori. Ce qui a été découvert de ce projet qui a surpris l'ensemble de l'équipe Google, et vous aurez le lien vers cette étude dans le guide qu'on vous enverra, c'est qu'ils ont découvert qu'en fait, non, ce n'étaient pas les personnes qui composaient l'équipe ou le manager qui faisait la capacité à l'autonomie, mais c'était le niveau, le critère commun de toutes ces équipes qui cartonnent, c'était le niveau de sécurité affective de l'équipe. C'est curieux, non? Donc, les équipes qui cartonnent, ça ne dépendait pas du niveau des talents, mais ça dépendait du niveau de sécurité affective. Plus le niveau de sécurité affective était élevé, plus le niveau de performance et d'autonomie était élevé. Juste Artus, il le mesurait comment? Comment tu mesures là? On est manager, on a notre équipe. Comment on la mesure cette sécurité affective? Alors, si je garde cette question pour un peu après parce que je vais y répondre et parce que je vais très bonne question. Je vais revenir. Comment est-ce que je m'en rends compte? Mais je veux juste aller un peu plus loin. Alors, moi, quand j'ai vu cette étude, et puisque ça m'intéresse le sujet du collaboratif, je me suis dit, mais pourquoi la sécurité affective, déjà, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça serait le facteur clé pour avoir une équipe autonome et performante? Et comme je m'intéresse aux sciences depuis que je suis très jeune, notamment aux sciences du cerveau, mais un peu aux sciences sociales, j'ai conclu, enfin en tout cas, j'ai regardé un peu dans l'histoire de l'humanité et ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, depuis les origines de l'humanité, lorsqu'on vivait en tribu, il était super important de maintenir un lien social avec ses collègues de la tribu. Pourquoi? Parce que si jamais j'avais un lien social qui était cassé, je disais que j'étais pas d'accord avec un collègue de la tribu ou que je faisais pas les choses dans le sens de l'équipe, eh ben je pouvais être rejeté de ma tribu. Sauf qu'à l'époque, être rejeté de ma tribu, c'était l'assurance de mourir dévoré par le lion qui passait par là. Et donc, est resté imprimé dans nos gènes cette peur absolue de briser le lien social avec mes pairs. Toute attitude de ma part qui risque de briser le lien social avec mes pairs est associée à la peur de mourir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute attitude où, par exemple, je suis en désaccord avec l'équipe, je dis ce que je pense vraiment, qui peut-être est différent des autres. En gros, je me sors du groupe, je suis moi-même, je dis vraiment ce que je pense, j'explique mon idée, je fais ce que je pense vraiment, je fais à ma façon. Tous ces éléments est inscrit dans mon gène qu'il faut absolument les éviter.
parce que j'ai peur de briser le lien social et parce que ça amène la mort. C'est inscrit dans nos gènes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, par automatisme, 99% du temps, je vais absolument ne pas vouloir être autonome. Je vais absolument ne pas vouloir être en désaccord, exprimer mes idées, etc. Pourquoi? Pas parce que je n'en suis pas capable, parce que j'ai peur de le faire. Parce que j'ai peur de le faire. Et donc, et le pire de tout ça, c'est que tout ça, c'est inconscient. Je n'en ai pas conscience. 90%, ça c'est ce que nous démontrent les neurosciences, 90% de ce que je ressens et de ce que je pense, je n'en ai pas conscience. Voilà. Donc, c'est pour ça que je reviens à cet élément essentiel et je vais expliquer maintenant comment on fait. Votre rôle en tant que manager, si vous voulez assurer de l'autonomie du collaboratif, c'est comment créer de la sécurité affective. Parce que vous l'avez compris, si je crée la sécurité affective, c'est-à-dire tous les membres de mon équipe n'ont plus peur ou ont moins peur d'exprimer ce qu'ils pensent, de faire à leur façon, eh ben, ils vont le faire. C'est pas qu'ils ne savent pas le faire, c'est qu'ils ont peur de le faire. Donc, vous devez briser cette peur. Et briser cette peur, ça veut dire créer de la sécurité affective. C'est-à-dire créer le sentiment que même si je donne mon avis, etc., ça ne va pas être pris comme je brise les liens avec le groupe, ça va être au contraire valorisé. Et ça, c'est inscrit dans nos gènes. C'est pas un truc flou, c'est une réalité scientifique. Vous voyez? Donc, maintenant, on va voir comment on fait ça concrètement. Artus? Yes. Je rebondis sur une question de François qui nous l'avait posée tout à l'heure. Salut François, c'est justement, il nous disait comment on fait dans une équipe quand un collaborateur ne veut pas prendre l'initiative ni de responsabilité. Alors, on a vu ce côté cadre affectif, mais est-ce qu'il y a des gens juste, même si tu leur donnes ce cadre, voilà, ils ont peut-être pas envie d'être autonomes, ils ont envie d'être entre guillemets des suiveurs. Yes. Alors, super question. Merci François. J'aime beaucoup cette question. Tout est subtil, évidemment. C'est jamais blanc ou noir. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont absolument pas faits pour être autonomes et qui doivent absolument être guidés? La réponse est oui. Mais selon mon expérience, ayant animé, j'ai fait le calcul, et là, c'est pas une blague, depuis 20 ans, au moins 1500 équipes différentes en Chine, parce que j'ai travaillé en Chine pour Airbus, aux États-Unis où j'ai étudié et travaillé, en France ou en Angleterre, je dirais qu'il n'y a que 1% de ces personnes qui sont dans cet extrême. Ok. Et que les 99% autres, ça dépend du niveau de sécurité affective que vous allez apporter. Alors, je vais être encore plus clair. Tout le monde, je vais être plus précis, tout le monde, oui, a besoin d'un cadre sur lequel s'appuyer pour pouvoir être responsable. Donc, quand un collaborateur me dit ou je pense « je ne veux pas prendre de responsabilité ou d'initiative », la façon dont je le traduis, c'est pas « je ne veux pas du tout », c'est le cadre de fonctionnement au quotidien ne me rassure pas suffisamment pour que je prenne de l'initiative. Et donc, moi, je vous renvoie la question. Je veux vous dire, quand vous ressentez ça, c'est prendre un miroir et se dire qu'est-ce que je fais, moi, en tant que manager, que je peux améliorer pour faciliter la responsabilité. J'insiste, évidemment, il y a des gens, même en faisant le maximum de cadres qu'on va voir tout de suite, ne vont pas se sentir suffisamment à l'aise. Dans ce cas-là, moi je le dis de façon claire, peut-être que ces gens ne sont pas à leur place dans l'équipe. Ils ont besoin d'être dans un autre mode d'équipe qui sera beaucoup plus directif. Et il y en a des gens comme ça, je ne dis pas le contraire. Mais c'est assez rare de mon expérience, c'est assez rare. Maintenant, je vais expliquer, et ça va être dans le déroulé de cette question, merci encore François, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement de créer ce cadre. Donc vous vous souvenez, les techniques avec l'individu. On a vu les techniques avec l'individu que vous pourrez démarrer dès cet après-midi. Écoute active, consentement. Ensuite, on a vu l'élément essentiel qui fait le pont, la sécurité affective. Maintenant, on va voir concrètement, avec mon équipe, quelles sont les techniques que je peux mettre en œuvre pour justement créer ce cadre qui est structurant et qui amène de la sécurité affective. L'avantage de ce que je vous présente là, c'est que ça peut être utilisé en personne ou en visio. Il y a 3 éléments clés que moi-même j'utilise avec toutes les équipes que j'anime ou les entreprises. Il y a ces 3 éléments que vous voyez à l'écran, des normes, des rôles partagés et des objectifs. Je vais juste prendre un exemple concret pour essayer peut-être de vous projeter, comme je ne connais pas vos situations au quotidien. Il y a quelque temps, j'ai fait une mission, j'ai travaillé chez Cartier et l'objectif de Cartier, c'était de dire, pour essayer d'illustrer ce que je vais vous expliquer avec un exemple concret, c'était de dire, nous devons
laisser la liberté à chaque directeur de magasin dans le monde, la liberté de définir les niveaux de salaire des vendeurs de chaque magasin. Tout en s'assurant que si on laisse la liberté à tout le monde de définir les salaires, on n'explose pas les objectifs financiers au niveau du groupe. Vous imaginez le truc. Cartier, il y a des centaines de magasins à Hong Kong, en Argentine, à Londres, avec chacun des contextes politiques différents. Et pour revenir à votre question de départ, Adrien, on aurait pu croire, mais attendez, si tous les directeurs de magasins décident librement des salaires des vendeurs, on va complètement exploser le truc. Enfin, financièrement, c'est pas du tout viable. C'est pas possible. Eh ben, Cartier m'a appelé avec le directeur commercial pour travailler cette question et dire comment est-ce qu'on peut créer un mode de gestion des équipes partout dans le monde qui va permettre à chacun de donner l'autonomie de décision tout en respectant les objectifs financiers au niveau groupe. Et ben, pour faire fonctionner cette équipe et créer ce cadre, j'ai proposé un fonctionnement qui reprend ces trois éléments avec des normes, des rôles partagés et des objectifs ajustés ensemble. C'est-à-dire que très concrètement, avec l'équipe qui mettait en place ce fonctionnement, lorsque je démarrais un travail avec eux, dès que je démarrais un travail avec eux, que ce soit en visio ou en personne, la première chose, c'était d'établir des normes d'échange entre nous. Et les normes que j'utilise moi le plus souvent, c'est les trois normes que j'affiche à l'écran qui sont de dire « je vous propose ces règles du jeu, on va s'écouter, on va s'exprimer et on va laisser nos portables en silencieux ». Alors, je comprends que ça peut paraître un peu ultra simple et bizarre, mais l'important, c'est que le simple fait que quand vous démarrez, par exemple, votre réunion avec vos collègues et que vous proposez, vous dites « bonjour à toutes et tous, alors aujourd'hui, je vous propose un truc un peu nouveau. Je vous propose d'avoir des règles du jeu ou des normes pour notre réunion de 30 minutes, d'1 heure. Et je vous propose des règles qui seraient de dire vraiment, on va faire l'effort de bien s'écouter, de prendre le temps de s'écouter, de dire vraiment ce qu'on pense. On va s'autoriser à dire ce qu'on pense, s'exprimer. Et puis, on va essayer d'être un peu présent. C'est-à-dire, on va essayer, si on est en visio, de ne pas être sur son portable en même temps, etc. Le simple fait de poser ces normes, de les proposer, peut-être de les discuter, de les ajuster avec votre équipe, va créer de la sécurité affective. Pourquoi ? Parce que ça va rendre, vous vous souvenez, le slide précédent, la plupart de nos pensées sont inconscientes, ça va faire prendre conscience à tout le monde, ah mais en fait, j'ai le droit de m'exprimer et c'est important que j'écoute les autres. Donc, on va poser un cadre avec des règles qui vont rendre c'est autorisé, c'est OK, je ne vais pas mourir, je ne vais pas déconnecter le lien social si je dis vraiment ce que je pense. Donc, le simple fait de le proposer va déjà casser cette espèce d'automatisme qu'on a d'être en désaccord ou de ne pas s'exprimer. Évidemment, là, je vous donne un exemple concret que moi, j'utilise, que j'ai utilisé avec les équipes pour ce projet chez Cartier. Le truc aussi simple que ça, c'est déjà très efficace, mais vous pouvez en trouver d'autres des normes et vous pouvez les définir avec votre équipe. Peut-être que les mots, les images, peu importe ce que vous écrivez, va être différent, évidemment. Je vous donne juste un exemple. Et Artus, ouais. Est-ce que le manager, dans ces cas-là, doit jouer aussi le rôle du gendarme? Tu vois, parce que si le cadre, la dernière masterclass, c'était avec Marion Lambert, où justement, elle a beaucoup insisté sur ces cadres. Et comment on fait quand quelqu'un sort du cadre qu'on a défini pour l'autonomie? C'est au manager ou c'est au collectif de jouer le rôle de la patrouille? Super exemple. C'est le point suivant. Le cadre, c'est comme le terrain, les lignes qui délimitent le terrain de foot ou de rugby. Pour ceux qui s'intéressent au tournoi Destination, il y a eu plein de matchs le week-end dernier. Moi, j'ai adoré. Bref, on définit des rôles. Il faut bien qu'il y ait un arbitre. Donc, une façon de responsabiliser, mais aussi de s'assurer que ce cadre est respecté, c'est évidemment quelqu'un qui surveille. En général, je dirais que c'est vous, en tant que manager, qui va prendre ce rôle, qui peut lever la main. Mais vous pouvez aussi justement, enfin je dis en général, mais en fait non, c'est pas vrai. Vous pouvez justement faire un appel à volontaires pour dire qui est volontaire pour prendre le rôle d'observateur, c'est ce qui a écrit ici sur l'écran, qui va lever la main lorsqu'il sent qu'on ne respecte pas les règles que l'on a, pour lesquelles on s'est entendu au début. Et le but n'est pas de dire il y en a un qui fait n'importe quoi. Le but est juste de dire attention, j'ai l'impression qu'on sort de notre cadre. Mais évidemment, il faut avoir fait l'effort en démarrage de votre réunion, de votre point en visio, de dire je vous propose
qui serait volontaire, puisque maintenant on a défini des normes, qui est volontaire pour prendre ce rôle d'observateur. Et votre rôle, vous participez à la réunion comme tout le monde, c'est juste vous levez la main quand on sort selon vous des règles. Voilà. Donc, répartir les rôles. Je reviens aussi, c'est encore un point super important. Vous vous souvenez, le premier point que je vous ai dit. Au début de la conférence, je vous ai dit, le collaboratif tel que je l'entends moi, c'est en tant que manager, je ne vais pas porter seul sur mes épaules la responsabilité du résultat, des objectifs, des questions, des actions, etc. Et bien, quand vous faites ça, quand vous faites des appels à volontaires pour avoir des rôles, c'est une action qui incarne le fait que je suis prêt à ne pas porter seul. Parce que, soyons clairs, si vous repensez à vos réunions précédentes, à moins que vous ayez déjà fait ça, peut-être dans des ateliers, mais dans 90% des cas, c'est préassumé que c'est moi seul en tant que dirigeant de cette équipe qui prend ce rôle, qui va dire lorsqu'il y a un truc qui ne va pas, qui va lever la main. En général, c'est ça. Rarement, on va rendre très clair et visible le fait qu'il y a des personnes dans l'équipe dont le rôle est justement de lever la main. Donc, le fait de faire cette action, vous incarnez le fait de dire, à partir de maintenant ou pour cette session, je vous propose de partager la responsabilité. Et vous pouvez, alors les rôles là, je vous donne cet exemple parce que c'est le plus simple, mais vous pouvez avoir d'autres rôles. Je prends un exemple. Hier, on a animé avec une palette d'animateurs des ateliers pendant une demi-journée avec les étudiants de l'EDEC. Il y avait 600 étudiants qui étaient connectés en visio sur Klaxoon, sur l'outil Klaxoon, vous connaissez peut-être, bon bref. Et ils étaient en sous-groupe. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'ils travaillent de façon collaborative, ils s'écoutent et en étant autonomes, parce qu'on ne va pas pouvoir animer les 600 étudiants. Et ben, un des trucs qu'on a fait, c'est justement de leur proposer 4 rôles à chaque équipe. Au début, on leur a dit, il faut que vous répartissiez des rôles. Il y a une personne qui est gardien du temps, donc qui, à chaque fois que le temps arrive à la fin, il va lever la main, il va dire, attention, il ne nous reste plus qu'1 minute. Une personne qui est rapporteur, qui va faire la synthèse. Une personne qui est animatrice, qui va plus essayer de lancer. Et on a réparti les rôles. C'est des étudiants qui sont en première année et ils ont fait ça vachement bien. Donc, encore une fois, c'est pas qu'ils ne savent pas faire le collaboratif ou qu'ils ne veulent pas prendre les rôles. C'est le simple fait de l'avoir proposé et d'avoir accepté que moi-même, en tant que manager, je ne sois plus la seule personne qui est responsable de ces choses. Et ben, ça libère, en fait, ça active cette responsabilisation pour vos collègues. Donc, point très important. Troisième élément, je reviens au début, vous vous souvenez, on est sur le cadre et on a vu qu'il y avait 3 éléments de cadre pour démarrer. C'est établir des normes ou des règles du jeu avec votre équipe ou essayer, proposer. Deuxièmement, avoir des rôles partagés. Et troisième élément, des objectifs ajustés ensemble. Ça, c'est le troisième élément clé. Quand je dis objectifs ajustés ensemble, c'est très clairement, j'arrive au début de ma réunion. Et je propose qu'aujourd'hui, l'agenda de ma réunion, ou ça peut être les objectifs de l'équipe, les objectifs pour la semaine, je vous propose ça. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on doit retirer? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Le simple fait, encore une fois, d'impliquer les personnes concrètement pour qu'on modifie, qu'on ajoute ou qu'on supprime des objectifs, cela, c'est une autre façon de dire « je ne suis plus le seul responsable de ces objectifs ». Vous contribuez à la définition de ces objectifs. Et donc, le simple fait de les co-construire incarne le fait que, voilà, je ne suis plus seul à porter cette responsabilité et je vous autonomise. Et évidemment, ça demande de la pratique, ça doit être fait avec subtilité. C'est-à-dire, si je dis ça, mais qu'au fond de moi, j'y crois pas, j'ai juste envie d'être le seul à définir les objectifs, ça va pas fonctionner. Hein, soyons clairs, ça va jamais fonctionner. Il faut que je me sente moi-même à l'aise, que quelqu'un lève la main et dise, moi, je suis pas d'accord avec ces objectifs, je pense qu'on devrait plutôt ajouter ci, ça, et qu'ensuite, je fasse de l'écoute active en disant, ah oui, pourquoi est-ce que tu proposes cet objectif différent? Qu'est-ce que tu crois qui serait mieux? Et que j'accepte que peut-être on modifie la chose. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un autre élément qui n'est pas toujours clair, c'est que quand je fais ça, inconsciemment, je peux me dire en tant que manager, à quoi je sers si je ne suis plus la personne qui est responsable des objectifs? À quoi je sers? La réalité, c'est que non. Au contraire, je prends un rôle différent. Alors, on va le voir après, mais
mais j'ai toujours une utilité extrêmement importante, sauf que je ne suis plus seul à porter la responsabilité. C'est un élément qui, à mon avis, n'est pas évident à mettre en œuvre, mais qui demande de la pratique. Ça, c'est Arthur, je me permets avant qu'on passe à la suite, parce que ça, c'est une question très importante qu'on a eue, c'est à quoi je cherche si mon équipe est autonome, et je pense que pas mal de managers se la posent, mais peut-être en fin de masterclass. Sur le cadre et la sécurité affective, on a eu des questions de Sébastien et aussi de Philippe, me semble-t-il, qui sont probablement peut-être dans des contextes internationaux. Tout ce que tu viens de dire, est-ce que en fonction de notre typologie de business, j'imagine que quand tu travailles dans l'industrie lourde ou dans une start-up, ou en Asie, ou même ne serait-ce que peut-être dans des régions de la France, les gens vont pas réagir pareil, si tu veux, au fait d'être nommé, ou comme les cultures sont pas les mêmes. Est-ce que toi, tu as des conseils, des warnings en fonction des business, des pays, pour poser ce cadre de sécurité affective? Et après, on a une seconde question. Quand on dit sécurité affective, on parle des émotions. Donc, OK de mettre ce cadre, mais est-ce qu'après, le manager doit vraiment formaliser le fait qu'il ne faut pas avoir peur et que ça va être valorisé, peut-être de sortir du rang? Alors, je vais répondre aux deux questions, l'une à la suite de l'autre. Merci. Premièrement, oui, et je vois la question de Philippe, j'imagine. Merci Philippe pour votre question sur est-ce que ça change? Oui, évidemment. Le cadre, la façon dont il va se matérialiser, que ce soit les normes, les règles du jeu, les rôles, va probablement changer d'une entreprise à l'autre et de la culture. C'est évident. Pour moi, la seule chose que je dirais, c'est co-construire. C'est-à-dire construire avec l'équipe ce cadre. Pour cela, ce qui, moi, me paraît essentiel, c'est d'être assez transparent. C'est-à-dire de dire à l'équipe, si par exemple demain ou la semaine prochaine, vous voulez tenter ça, en début de réunion ou la prochaine fois que vous voyez votre équipe, de dire, écoutez, voilà, je m'intéresse au fait que l'on gagne en autonomie, je m'intéresse au fait d'aller vers un management un peu plus collaboratif et je vous propose d'essayer des nouvelles façons de fonctionner. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je vous propose d'essayer des choses. Qu'en pensez-vous? Par exemple, je vous propose d'avoir des règles, des règles donc d'écoute. Et voilà un exemple de ce que l'on pourrait faire. Qu'en pensez-vous? Donc, vous voyez, je vais être ouvert sur le fait que je vais construire avec les collègues les choses qui sont adaptées. En fonction des cultures et en fonction de la situation, les réponses, les réactions vont être différentes. Et je vais, en fonction des réactions, soit être un peu plus directif, c'est-à-dire je vais dire, OK, donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réactions, vous ne savez pas trop, ça a l'air de vous inquiéter. OK, c'est pas grave, voilà ce que je vous propose. On va essayer ces 3 règles et les rôles. Tac, on y va. Si, en revanche, vous avez une culture où les gens, naturellement, vont s'exprimer plus, bah, vous construisez dessus. Ah oui, toi, tu dis ça, donc OK, on teste. Évidemment, d'un pays à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'une histoire d'entreprise à l'autre, la réaction de votre équipe va être différente. Il faut, dans ce cas-là, il va falloir construire. Et si on entend des bruits de couloir ou radio moquette quoi, qui dit Bartus, c'est quand même ton job de faire ça, c'est pas à l'équipe. Tu vois, si on est dans. Parce que culturellement, on est quand même dans cet état d'esprit-là dans pas mal d'entreprises, tu vois. Comment toi tu réagirais? Ce serait quoi ton conseil? Alors, moi, mon conseil, en fait, ça répond un peu à l'autre question qui était, enfin, je ne sais plus comment la formuler, mais c'était quelque chose. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que je demande, je parle de la sécurité affective et des émotions. Selon moi, le plus efficace, c'est d'agir plutôt que d'en parler. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu paradoxal ce que je vais dire, c'est que même avant même de commencer à co-construire avec l'équipe, c'est de dire, OK, quelle est la réunion où je me sens le plus à l'aise pour tester le truc? Et je teste le truc sans forcément écouter les avis et les bruits de couloir. J'y vais et je vois ce qui se passe. Ça demande un peu de courage, hein, je suis d'accord, parce que c'est pas évident de se dire je vais tenter un truc. Mais pour moi, encore une fois, quand on va faire quelque chose d'un peu nouveau, ça va forcément un peu créer des chocs chez les personnes avec qui on travaille. Donc, quoi qu'il arrive, il va y avoir des réactions et peut-être des bruits de couloir. Et je pense que le plus important, c'est d'être dans l'action parce que les personnes ne vont se rendre compte de l'avantage de ça qu'une fois qu'elles le vivent, qu'elles y vont, qu'elles le font. Donc avant même d'en discuter en fait, moi, je répondrai pas au bruit de couloir, juste j'y vais.
Et c'est aussi pour ça, vous vous souvenez, que je vous ai proposé, surtout par rapport à cette question que tu viens de remettre en avant, Grégoire, de commencer par le one-to-one. Parce que ça va vous habituer. D'une part, ça va vous donner confiance en vous sur cette posture. Ensuite, ça va vous permettre d'ajuster la façon dont vous l'incarnez, cette posture. Donc, l'écoute active, par exemple, je répète, je pose les questions ouvertes, vous avez compris, le consentement. Pratiquez-la pendant les 2 prochaines semaines, les 3 prochaines semaines, vous faites que ça. Oubliez le fait de faire des normes avec vos équipes, c'est peut-être trop complexe pour démarrer. Démarrez par tous les jours, je vous demande cet après-midi, mettez-vous et vous dites, faites au moins une séquence d'écoute active et essayez de faire un consentement sur une décision. Et faites ça pendant 3 semaines consécutives, tous les jours, au moins une fois. Je donne ma main à couper que si vous faites ça tous les jours pendant les 3 semaines, déjà, il y a des choses que vous allez remarquer, et ensuite, une fois que vous êtes suffisamment à l'aise, là, vous allez vous dire, ah ouais, j'ai compris la façon dont moi j'amenais ça. Vous allez comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir amener ça au niveau de votre équipe. Alors que si dès demain, évidemment, vous arrivez en visio avec vos 20 collègues et vous dites, bon, on fait des normes et tout, peut-être là, ils vont dire, mais attends, il nous fait quoi, lui? Parce que vous-même, vous ne serez pas à l'aise, vous voyez. Donc, mettez-vous à l'aise, donnez-vous les moyens. Commencez petit, mais je vous demande vraiment de commencer cet après-midi. Cet après-midi. Alors, et on va revenir sur ce point. 4e élément qui est indispensable, en fait, on a déjà commencé à l'aborder, vous l'avez compris, et c'est peut-être l'un des points clés, puisque je l'ai dit au tout début, votre équipe n'a pas besoin d'apprendre à collaborer, elle le sait déjà. C'est plutôt comment est-ce que vous, en tant que manager, vous mettez ce cadre, vous vous souvenez, comme les lignes du terrain de foot ou de rugby, vous mettez ce cadre qui va permettre à l'équipe d'exprimer l'aspect collaboratif. Et c'est là que votre rôle, en fait, c'est un peu tout ce qu'on vient d'aborder, va évoluer. C'est peut-être le plus dur parce que, encore une fois, à quoi je sers si je ne suis plus le manager qui décide, etc. Et donc là, je remets à l'écran un peu ce qu'on a dit. C'est vraiment, je prends, plutôt que d'être la personne qui décide à la place, je suis là plutôt pour poser des questions, pour aider l'autre à décider de lui-même. Plutôt que d'être la personne qui transmet une connaissance ou une expérience, je suis là plutôt pour structurer la réunion d'équipe ou structurer le travail pour que les personnes, les collègues discutent ensemble pour apprendre les uns avec les autres. Et puis, quand il y a des conflits, plutôt que d'être la personne qui décide, il y a 2 personnes qui sont en désaccord sur une décision à prendre, plutôt d'être la personne qui décide à leur place, donc je les déresponsabilise, je leur pose les bonnes questions, je joue le médiateur pour aider à ce qu'eux-mêmes trouvent la solution qui leur paraisse la plus adaptée. Ce changement de posture, c'est probablement celui qui prendra le plus de temps. Hein, on est d'accord avec ça. Mais c'est le plus important dans le fond, puisque c'est ça et c'est pour ça que je me répète, hein, démarrez dès cet après-midi avec des choses très simples où vous posez des questions ouvertes et vous répétez ce qu'on vous dit et vous essayez le consentement. Si vous faites ça, vous serez déjà vous entraîner à devenir manager facilitateur. Et je vais dire une dernière chose qui est souvent une question. Après, on va voir sur d'autres éléments concrets. Être manager facilitateur ou être dans le collaboratif, ça ne veut pas forcément dire que vous ne posez pas des objectifs, que vous n'êtes pas directif. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois… On m'a souvent posé la question, mais attends Artus, si on a des objectifs stratégiques posés au niveau des N plus 1, N plus 2 de l'entreprise, on ne va pas pouvoir faire du collaboratif où on co-construit des objectifs. Ben non, c'est un cadeau justement. Vous partez des objectifs stratégiques de l'entreprise ou du N plus 2 ou des niveaux au-dessus, et en vous appuyant sur ce cadre, au sein de ce cadre, vous les traduisez, vous, en objectifs que vous pouvez ajuster avec l'équipe. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ce mode de management n'est pas incompatible avec le fait d'avoir des objectifs fixés. Souvenez-vous de Cartier. Cartier, il y avait un directeur financier, quand même, au niveau de Cartier, c'est quand même pas rien, qui avait des objectifs financiers super durs. Et lui, il n'était pas du tout pour le collaboratif ou pour les vendeurs autonomes pour définir les salaires. Vous imaginez le stress de la personne, quoi, en se disant, mais attendez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on part de ça, on part de cette limite et on va construire une charte, et c'est ce qu'on a fait en fait l'équipe, une charte, hein, un guide pour que chaque vendeur puisse définir librement ses salaires tout en connaissant les limites qu'il ne doit pas dépasser en haut et en bas. Et donc en lui donnant la liberté. Et c'était la co-construction avec les managers volontaires des vendeurs
que l'on a pu atteindre cette espèce d'idéal où chacun était libre de définir le salaire tout en respectant le cadre. Donc, ce n'est pas incompatible, c'est ça que je veux dire. Et Artus, et moi j'ai une question qui me titille, toi qui as ce retour d'expérience et qui l'a pratiqué, c'est est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche bien? Oui, moi je pense que ça marche, mais encore une fois, j'ai pas dit que. Déjà, je pense pas que ça soit facile, hein, soyons clairs, parce que ça demande un effort au quotidien d'aller prendre ses habitudes. Vous vous souvenez, des automatismes, ça prend du temps. En moyenne, il faut, s'il y en a qui connaissent un peu justement sur le cerveau, ça prend en moyenne 30 jours, un mois de répétition journalière pour créer un automatisme dans son cerveau. Donc, ça demande un effort. Deuxièmement, est-ce que ça marche tout le temps? Parce qu'il y a des questions, je vois encore, il y a peut-être des personnes dans l'équipe qui vont être, comment dire, qui être réfractaire, se responsabilité, ça va pas être facile. Et pour moi, c'est toujours la même chose, ça revient à les rassurer. Quelqu'un qui est réfractaire, je réinsiste là-dessus, ce n'est pas quelqu'un qui est réfractaire dans le sens profond, je ne veux pas faire ça. C'est quelqu'un qui en fait exprime sa peur. C'est quelqu'un qui est inquiet. Et donc, votre rôle, c'est de rassurer cette personne. Et rassurer, ça veut pas dire tout va aller bien, j'ai compris que tu étais stressé. C'est pas ça. C'est de créer encore ce cadre quelqu'un qui est réfractaire, qui vous dit je suis réfractaire, faites de l'écoute active. Ah, ok, je comprends, tu me dis que tu es réfractaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne dans ce qu'on va faire? Ok, j'ai compris. Donc, tu me dis que en fait, ce qui te gêne, c'est que du coup, c'est moi qui est censé prendre ce rôle. Ok, je comprends. Et comment et pourquoi est-ce que tu as vécu des situations où le fait de prendre ce rôle ne fonctionnait pas? Ok, alors j'ai bien compris ce que tu me disais, que tu étais réfractaire. Je te propose quand même d'essayer. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais qu'on essaie. Vous voyez, c'est ça cette discussion qu'on a avec quelqu'un qui est réfractaire. C'est de l'écoute active. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'essaie de répondre à la question un maximum. Mais la personne qui est réfractaire, sauf dans 1% des cas où vraiment la personne n'est pas adaptée, c'est pas qu'elle est réfractaire au fond d'elle, c'est-à-dire c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle a peur. Elle a peur, elle a peur de s'exprimer. Je rebondis sur une question d'Aminata Namasoku et je vois l'heure qui file. Il nous reste un petit quart d'heure. Vous êtes encore plus de 80, donc c'est chouette. Ça veut dire que artiste, tu es passionnant. Aminata, elle me demandait que justement, c'est pas tant lié à la personne, mais peut-être à la situation. C'est comment équilibrer sans censure si une personne s'exprime tout le temps, au point que les autres n'ont ni le temps ni l'occasion de s'exprimer. Et ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les équipes, d'autant plus si la personne, elle exprime souvent des problèmes et pas des solutions. Donc ça, c'est quoi là ton conseil? Alors, ça, c'est un truc que je vois tout le temps, puisque j'anime des groupes tous les jours, hein, en prenant la place du manager, comme j'expliquais chez Cartier, où j'ai carrément pris la place du directeur commercial en duo avec lui pour montrer l'exemple du management collaboratif. Je vois ça tout le temps. Et encore une fois, il faut le vivre pour comprendre. Donc, je ferai des ateliers avec vous, avec plaisir, avec ceux qui veulent. Mais quand je vais créer ces normes, vous vous souvenez des normes? On s'écoute, on s'exprime et j'ai des rôles qui est volontaire pour être observateur. On va créer le droit d'interrompre la visio juste 3 secondes en disant attention, je lève la main. Merci Jérémy de t'exprimer, mais comme tu te souviens, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, je voudrais demander au reste du groupe, qu'en pensez-vous? On va autoriser le fait d'interrompre, de lever la main, de dire attention. Et surtout, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que si j'ai bien posé le cadre avec les normes, chacun s'exprime, chacun s'écoute, on se répartit la parole, les gens vont s'auto-restreindre. Donc, si j'ai pas posé ces normes, les rôles répartis, les gens vont avoir tendance à se battre pour la parole ou à ne jamais s'exprimer à l'inverse. Alors que quand j'ai posé ce cadre, les gens vont se responsabiliser. Ce que je veux dire, pour être beaucoup plus clair, c'est que ce que je constate, c'est que quand j'ai créé ce cadre, il y a beaucoup moins souvent des gens qui monopolisent la parole et beaucoup moins souvent des gens qui ne parlent jamais parce que j'ai créé un cadre. Pour autant, il y a des moments où ça dérape un peu et quelqu'un s'exprime. À ce moment-là, on lève la main. Donc, très concrètement, par rapport à votre question, essayez, testez les techniques dont je viens de parler, à votre rythme, évidemment, et on va le voir tout de suite. C'est ça. Donc, pour finir, c'est aussi quoi qu'on se dise, OK, donc maintenant qu'on a un peu tous ces éléments, d'ailleurs, ça peut être intéressant. On avait préparé une petite question parce qu'Artus, comme vous le voyez, il est très dans l'action. Il se demandait là, au vu de ce qu'on s'est dit, c'est quoi l'outil où vous vous engagez symboliquement
que vous engagez symboliquement à mettre en place, on vous a mis dans le petit sondage, c'est plutôt la semaine prochaine, hein, on vous laisse le temps quand même, c'est plutôt l'écoute active, le choix par consensus ou faire une réunion d'équipe en utilisant les rôles. On vous laisse répondre. À l'écoute active, ça part vite. Ok, mais c'est top. Ah, il y a déjà même une réunion d'équipe. Ok, trop cool. Ça, c'est vraiment chouette. Ok, top. Voilà, donc comme dit Artus, après, il ne faut pas que ça reste de l'incantatoire. Et nous, on le voit vraiment dans nos ateliers de coaching collaboratif. Parce que là, finalement, Artus, on parle de se mettre en posture de manager coach. Hein. Moi, tout ce que j'entends, ça résonne beaucoup avec tout ce que font nos facilitateurs coach en collectif avec les managers. Et c'est vrai que mettez en place rapidement et observez les micro-changements. Ça ne sert à rien d'attendre le prochain trimestre ou la prochaine réunion d'équipe. Allez-y tout de suite, commencez. Et vous allez voir à quel point on voit très vite, on observe des choses. Dans le petit quart d'heure qui nous reste, Vertus, on va prendre les questions au fil de l'eau. Et il y avait cette notion de OK, je veux rendre mon équipe autonome, à quel rythme je le mets et comment je mesure si ça fonctionne. Ouais. Je te propose qu'on se donne encore 5 bonnes minutes et après, on pourra répondre aux dernières questions. Yes, je vais prendre 5 minutes pour passer ça rapidement, puis après aller sur les questions qui permettra peut-être d'aller plus dans… Juste pour savoir, parce que je n'ai pas le visuel, c'est quoi les résultats du sondage là du coup Alors, on a 56% des répondants qui s'engagent à mettre en place l'écoute active dès la semaine prochaine, 15% le choix par consensus, donc qui est vraiment minoritaire, et près de 30% faire la réunion d'équipe en utilisant les rôles. Donc, le consensus, tu vois, c'est le plus bas. Alors, ça ne m'étonne pas, hein, parce que le consensus, hein, et j'en ai conscience, hein, encore une fois, c'est flippant, quoi. Attends, je vais… N'importe quoi qu'on me demande, je vais dire oui par défaut. Je prends un risque énorme. Le risque de se planter, le risque… C'est moi qui suis responsable si l'équipe se plante. Je comprends. Je comprends que ça ne soit pas facile. Et je crois en même temps, mais c'est normal, c'est ce qui est radicalement plus efficace. Parce que quand on est dans le consensus, la personne à qui je dis OK, forcément, elle porte sur ses épaules, elle finit par porter sur ses épaules la responsabilité de tester. Donc, mais ça demande du temps. Donc, je comprends qu'on ne soit pas à l'aise de tester ça tout de suite. Et je trouve très bien que vous soyez à l'aise, en tout cas en partie. L'écoute active, je trouve que c'est très efficace de démarrer maintenant, ainsi que essayer pour une prochaine réunion le cadre avec les rôles et les objectifs partagés. Arthur, alors, une dernière question avant que tu passes à la dernière phase, parce que vraiment Frédéric, merci beaucoup, qui nous demande comment est-ce qu'on pratique un management collaboratif si son propre manager est plutôt sur un management directif. Alors, super question, merci Frédéric. Je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Encore une fois, moi, ça me rappelle, je reprends toujours ce cas, c'est un peu mon fil rouge, mais le cas de Cartier. On avait un directeur financier qui était super directif, il n'y avait pas de collaboration, il y avait voilà les objectifs financiers, point barre. Il n'y a rien d'autre à dire. Pour autant, on a réussi à mettre en place quelque chose de collaboratif au niveau en dessous. Pour moi, c'est l'acceptation. J'accepte que mon manager au-dessus me soit directif et me dise voilà les objectifs, voilà ce que je veux qu'on fasse. Et à mon niveau, c'est-à-dire au niveau de mon équipe, par contre, je vais créer une ouverture pour comment est-ce qu'on atteint ces objectifs. Alors, c'est ce que j'ai dit au tout début. Si vous êtes dans le cas, enfin, on va pas se mentir, où le N+1, non seulement il vous dit voilà les objectifs à atteindre, voilà comment les atteindre et voilà le timing que je veux et il n'y a pas de négociation possible, dans ce cas-là, on ne peut pas faire du collaboratif. Parce que si, en gros, on est juste à exécuter tout qui est déjà prédéfini, ça ne marche pas. Oui, on n'est pas dans le pays des merveilles ici, évidemment. Mais je pense, en tout cas, ma réponse, c'est que oui, il y a des cas où ça ne peut pas marcher, mais dans les équipes, que ce soit des startups, je travaille avec des organismes d'État, des startups, des grands comptes, c'est assez rare que je vois ça, hein. Même dans les trucs les plus directifs. Ou bien aller comme tu disais, c'est dire, Frédéric, peut-être tu es dans une structure avec un N+1 qui t'impose un management à la performance. Est-ce que toi, en tant que manager, tu es bien dans ce mode de management? Et si ce n'est pas le cas, là, il faut peut-être en discuter avec son N+1. Mais en tout cas, Artus, si ça coince, on peut quand même en parler à notre N+1 pour lui faire savoir, aussi pour faire bouger le système de l'entreprise. Super point, Grégoire, tout à fait. Je n'ai pas dit ça, mais effectivement, la discussion ouverte, c'est pas toujours évident parce que ça demande d'exprimer ce qu'on a un peu sur le cœur, d'aller voir son manager avec bienveillance en disant écoute, voilà, mettons qu'il s'appelle Bertrand, je ne sais pas. Bonjour Bertrand, est-ce que tu aurais aujourd'hui ou quand tu veux 30 minutes pour parler de ça? Je voudrais te dire que j'avoue que j'aimerais aller vers un modèle de gestion plus collaboratif, plus ouvert. Qu'en penses-tu?
Vous vous souvenez, écoute active, ça marche aussi avec le N+1. Qu'en penses-tu? Je constate que des objectifs préfixés, prédéfinis, où on a peu de marge de manœuvre, ça ne m'aide pas à aller vers ce mode-là. Qu'en penses-tu, etc. Bertrand répond et dit oui, mais pour moi, c'est important d'avoir des trucs. Et là, je répète, je dis, ah ok, donc je comprends que pour toi, c'est important d'avoir des objectifs. Ok, alors, comment peut-on faire pour maintenir tes objectifs fixés tout en me laissant un peu plus de liberté? Vous voyez, vous êtes dans l'écoute active là. Vous rassurez la personne du dessus pour lui dire, j'ai écouté ce que tu m'as dit et j'essaie de construire avec toi une solution qui nous arrange tous les deux. Top. Il te reste plus que 3 minutes pour les résultats. Yes. Alors, pour le rythme. Alors, je veux juste répondre, je sais que j'ai 3 minutes, je vais aller vite, mais je veux juste répondre à la question qui vient d'arriver parce que je la trouve intéressante de Anne. Merci Anne. Si dans l'écoute active, je laisse le collaborateur proposer sa solution et si la solution n'est pas la bonne, je dis rien au collaborateur. Non, pas je peux dire, dans l'écoute active, je peux très bien dire à mon collaborateur, je pense, de mon expérience, je pense que la solution que tu proposes n'est pas la bonne. Parce que voilà pourquoi je pense qu'elle n'est pas la bonne. J'ai eu cette expérience. La seule subtilité, c'est qu'il ne faut pas avoir d'attente. C'est-à-dire, j'ai le droit de dire, je ne suis pas d'accord avec toi et je pense que ta solution n'est pas la bonne. Mais ne pas avoir d'attente que la personne à qui vous parlez dise, ah ok, du coup, je change. Peut-être que la personne à qui vous parlez va dire, ok, j'ai compris ce que tu m'as dit, mais j'ai quand même envie d'essayer. Ah, Marcus, donc, là, c'est quand même là, ça peut être parce qu'on a de la défiance, tu vois, c'est rare. Enfin, moi, j'imagine mal quelqu'un dire ça à son manager. Ça se passe vraiment dans la vraie vie. Moi, je pense que s'il y a suffisamment de sécurité, quelqu'un peut dire, enfin, il faudrait voir un cas précis, mais il faudrait voir un cas précis parce que ce ne sera pas juste j'ai entendu ce que tu as dit, mais je m'en fous, j'y vais quand même. C'est pas du tout ça. C'est juste de dire oui, j'ai compris ce que tu as dit, mais en fait, moi, mon cas est un peu différent, donc on n'est pas tout à fait d'accord sur le contexte, les objectifs. Mais donc, mon point par rapport à la question de Anne, c'est l'écoute active, ça ne veut pas dire je ne fais que dire de ne rien dire au collaborateur quand je suis pas d'accord. Je peux exprimer mon avis, mais je n'ai pas d'attente que la personne soit d'accord avec moi. J'exprime juste ce que je pense et je l'aide à réfléchir. C'est le seul point qui est important. Alors, mise en œuvre. On en a parlé déjà. Notre cerveau, c'est une pâte à modeler. Jusqu'à il y a 30 ans, on pensait que le cerveau était fixe. C'est-à-dire que la plupart des gens, dont moi, avant que je m'intéresse à la question, je pensais que à l'adolescence, mon cerveau, c'est terminé. Mes comportements, mes habitudes, mes automatismes, c'est fixé jusqu'à ma mort. C'est faux. C'est faux. On peut changer nos habitudes et nos comportements jusqu'à notre mort, au contraire. Nos cerveaux, c'est comme une pâte à modeler. Sauf que ça demande, on l'a dit, le rythme, c'est commencer dès aujourd'hui à créer des nouvelles habitudes. Je pose des questions ouvertes, je teste l'écoute active. Il y a des trucs qui vont pas marcher, il y a des trucs qui vont être difficiles. C'est pas grave. C'est comme la conduite. Si je conduis pas tous les jours, je vais pas créer ces automatismes. Donc, votre cerveau, c'est une pâte à modeler. Si vous l'entraînez tous les jours à des nouvelles pratiques, vous allez voir, vous allez être de plus en plus à l'aise et vous allez trouver votre rythme. Donc, commencez aujourd'hui. C'est ça le rythme que je vous demande. Et ensuite, les deux autres choses qu'on a vues, c'est je suggère de commencer plus tôt dans les interactions en one-to-one. Ça peut être aussi avec votre famille, enfin en perso, on l'a vu, ou en pro. Et ensuite, aller vers l'aspect équipe. Parce que ça sera plus simple peut-être de créer des automatismes en one-to-one et ensuite d'être à l'aise pour le faire en équipe. Ou bien, pour être plus clair, ça peut être aussi à la prochaine réunion d'équipe, vous n'allez pas faire les normes, les objectifs, blablabla. Vous allez juste observer ce qui se passe quand vous posez une question ouverte. Vous allez dire, ah oui, donc j'ai entendu Grégoire que tu as dit qu'hier tu avais fait ça et pourquoi tu as dit ça? Posez une question ouverte à votre prochaine question, à votre prochaine réunion, vous allez voir ce qui se passe. Commencez dès aujourd'hui, c'est ça le plus important. Comment mesurer? 2 éléments clés. Je vais un peu vite pour aller sur les questions. Vous vous souvenez du point de départ que j'ai dit, collaborer, c'est surtout ne plus porter seul sur ses épaules la responsabilité. Et en général, de ce que j'ai vu, la façon dont ça se traduit quand je suis manager, c'est qu'on vient me voir pour valider quelque chose. On me demande, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Comment je dois valider? Eh bien, si vous les mesurez, déjà, regardez, observez combien de fois par jour on vous demande de valider ou on vous pose une question. Normalement, si vous commencez à créer de nouvelles pratiques, vous allez voir que ça va changer. Il va y avoir une évolution, mais il faut déjà la mesurer. Il faut commencer à observer ce qui se passe. Et au niveau du collaborateur ou de la collaboratrice, ça va être évidemment
le nombre de fois où je me sens à l'aise pour décider de moi-même. Ça aussi, c'est une question que vous pouvez poser à votre équipe, ou si vous voulez être totalement transparent sur votre cet engagement que vous avez d'aller vers plus de collaboratif, de dire à l'équipe, bah voilà, moi je vous propose de faire une expérience où on va essayer d'être plus autonome. Et donc, je vous propose qu'à chaque fois qu'on fait un point d'équipe, vous me partagiez les dernières fois où vous vous êtes senti à l'aise de décider de vous-même. Ça peut être une autre façon de mesurer la chose, qui est assez efficace, je trouve, puisque ça va au cœur du sujet. Une dernière chose que j'ai mis là qui me paraissait importante, c'était l'aspect objectif, puis après on va passer aux questions. Le fait d'être dans l'autonomie et le collaboratif, encore une fois, n'empêche pas d'avoir des objectifs très spécifiques. On l'a dit déjà. Le plus important, c'est de dire, d'une part, d'essayer de co-construire ces objectifs un maximum, mais aussi d'essayer d'ajouter une raison à ces objectifs. Je prends un exemple concret. Mettons que je sois une entreprise automobile et que je dise notre objectif, c'est de vendre 200 000 véhicules aux jeunes actifs cette année. Ça, c'est un objectif qui est clair. Selon moi, quelque chose qui amène plus de responsabilisation des équipes et plus d'autonomie, c'est de donner une raison derrière cet objectif. Et c'est un peu le système des OKR, des Objective and Key Results, je crois, qui était donné dans le chat. C'est de dire, par exemple, dans le cas des automobiles, la raison, c'est nous souhaitons rendre plus accessible le transport aux jeunes actifs et donc, notre objectif, c'est de vendre 200 000 véhicules à l'année. Quand je fais ça, quand je définis cette raison avec l'équipe comprend que en fait, la finalité, c'est de rendre accessible le transport et non pas les 200 000 véhicules. Et quand vous faites ça, vous créez de l'autonomie à donner des idées nouvelles. Vous avez une raison derrière. C'est très, très efficace, ça. Ça, c'est aussi une action que vous pouvez mettre en place dès cet après-midi, d'essayer de réfléchir par rapport aux objectifs que vous avez de votre équipe. Quelle est la raison derrière ces objectifs? Est-ce que vous pouvez la définir clairement ou est-ce que vous pouvez l'ajouter? Artus, merci beaucoup. On arrive à 1 minute de la fin. Un grand merci pour cette masterclass de super haute qualité avec du concret, de l'expérience. C'est super. On a eu plein de questions. On vous a mis deux petites questions avant que vous aviez grignoté. Déjà, est-ce que vous souhaitez être invité à la prochaine masterclass et sur la qualité de vie au travail et sur les risques psychosociaux, les fameux burn-out, aussi gros sujet avec le télétravail. Et après, vous, comment vous vous sentez suite à cette masterclass? Est-ce que le management collaboratif s'est adapté? Est-ce que vous êtes motivé? Et puis, pendant que vous répondez, peut-être, on va prendre une ou deux questions. Yes. Ceux qui ont encore 2 minutes. Il y a une question qui a été récurrente et qui est revenue, c'est en gros, je sers à quoi si mon équipe est autonome? Donc, il y a un peu quand même cette peur du manager d'être inutile. Qu'est-ce que tu as envie de partager autour de ce sentiment qui peut être créé lorsque on devient un vrai bon manager coach et que finalement son équipe est totalement autonome? Alors, en fait, c'est là où il y a un a priori. En fait, quand je suis manager responsabilisant ou collaboratif, j'ai encore plus d'utilité. Sauf que ma responsabilité, au lieu d'être sur comment on va faire les choses, prendre les décisions, etc., ma responsabilité, c'est sur la raison, l'objectif final. Donc, je passe de j'étais un manager où j'étais responsable de la réussite et la performance de l'équipe, comment on fait, etc., à je passe à un rôle où mon rôle est de garantir le cadre qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Mais comment on les atteint ça, c'est libre. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on passe au mode management collaboratif, j'ai toujours mon utilité et au contraire, elle prend de l'importance puisque je suis la personne qui garantit que les équipes vont réussir à atteindre les objectifs. Sauf qu'ils ne vont pas les atteindre parce qu'à chaque fois qu'elles ont une question, je leur réponds et je leur dis comment faire. Elles vont les atteindre encore mieux et même les dépasser parce que je leur permets justement d'être au maximum de leur potentiel. Donc, au contraire, je prends encore plus d'importance dans ce mode-là. Sauf qu'il y a un a priori, et je vais vous dire pourquoi il y a un a priori, parce que quand je suis plus manager collaborateur, peut-être que je ne reçois plus d'appels, je prends cette image tous les jours, pour me dire ce que je dois faire. Mais mon rôle, c'est pas de dire ce que je dois faire. Mon rôle, c'est de faire en sorte que l'entreprise, l'équipe atteigne ses objectifs et même les dépasse. Donc, si on prend ce point de vue, je pense que dans ce cas-là, au contraire, on prend encore plus d'importance.
dans ce rôle de manager facilitateur. C'est là la subtilité. Et en plus, on gagne en fatigue parce que personnellement, moi, je trouve ça très fatigant pour les équipes et pour le manager. Si toutes les 2 secondes, je dois répondre à des questions ou prendre des décisions pour les autres, je ne peux plus me concentrer sur justement moi-même travailler sur ce que j'ai à faire, faire le lien avec le N+1 et donner le cadre. Je ne peux pas faire les deux en même temps. C'est impossible. Merci Artus. Dernier rituel de toutes les masterclass Up Together, et je vais te laisser réfléchir, je te prends un peu à froid. Mais je pense que j'ai une petite idée sur ce que tu vas dire. C'est si tu devais donner un seul et unique conseil aux managers de la communauté Up Together et aussi des décideurs RH qui sont dans la communauté, lequel serait-il? Et je te partage les résultats du sondage pour te donner un peu de temps. On a 88% des personnes qui ont assisté à la masterclass qui pensent que le management collaboratif est adapté à leur entreprise, 9% qui sont motivés et juste 3%, ce qui représente une personne des répondants, qui pensent que le management collaboratif ne correspond pas. Donc voilà, donc c'est plutôt très chouette. Au moins, ça a permis d'éclairer toutes ces personnes. Il est 48, quel est ton conseil avant qu'on souhaite bon appétit à tout le monde? Commencez cet après-midi. Je m'en doutais un peu. Une question ouverte. Répétez une phrase qu'on vous dit même à votre ami avec qui vous allez déjeuner. Juste ça. C'est le plus important. Démarrez cet après-midi. Vraiment. Top. Artus, un grand merci. Merci vraiment beaucoup pour ton temps, pour ton partage. Merci à tous pour les interactions, ces échanges toujours hyper riches. On est très heureux, très fiers de tous ces échanges. Un grand merci. Vous recevrez effectivement un petit guide qui a été écrit par Artus, qui est hyper bien fait, qui résume un peu tout ça. Et pour ceux qui souhaitent les supports, vous les recevrez. Et vous recevrez aussi le replay de la masterclass. Vous aurez tout, quoi, en gros. Voilà, et vous aurez aussi, si jamais je comprends, il y en a qui veulent aller plus loin parce que bon, là, on a vu les grandes lignes, mais des cas concrets, je suis à dispo. Vous aurez un lien. Je serais même ravi de vous avoir en visio 30 minutes pour travailler sur votre cas précis avec votre équipe. Je pourrais donner des conseils précis dans votre contexte. Donc, à dispo, vous aurez le lien dans le guide qui vous sera envoyé par la suite. Merci à toutes et tous. Trop chouette, Artus. Merci beaucoup. Salut tout le monde et bon appétit. Ciao.